Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre en direct ce soir dans le cadre de cette autre édition consacrée à l'agriculture panafricaine. AgriPan, c'est le rendez-vous panafricain des agriculteurs, des éleveurs et ainsi que des pêcheurs. Et ce soir, il est question avec nos ingénieurs, nos invités de marque, d'anticiper sur cette taxe à l'importation de 5% que le gouvernement camerounais voudrait imposer sur les 10 produits agricoles. Toujours ce soir, nous allons nous appesantir sur le calendrier agricole. En quoi consiste-t-il et surtout marquer un temps d'arrêt sur son utilité. Nous parlerons également de la culture naturelle par région au Cameroun comme en Afrique. Et pour parler comme des professionnels du secteur, des spéculations par région. Le pH mètre, cet instrument de mesure de l'acidité du sol, revient au goût du jour et nous verrons avec nos ingénieurs agronomes son utilité dans les zones forestières et dans le cadre spécifique de la culture du maïs. L'agenda de Michel Zili interviendra donc dans une poignée de minutes. Et nous rappelons nos téléspectateurs qui sont très nombreux à nous regarder à chaque fois qu'ils pourront donc intervenir en composant les numéros qui vont s'afficher dans quelques secondes seulement au bas de leur écran. Ils pourront appeler pour contribuer ou alors pour poser des questions à nos invités. Allons donc savoir qui sont donc nos invités sur ce plateau. Je voudrais commencer par Emmanuel Genzeko, qui est donc un ingénieur agronome, c'est un homme de terrain. Qui vient de mettre d'ailleurs sur pied un logiciel qu'il devra donc commenter dans quelques minutes, le moment venu, pour nous parler de ce logiciel qui permet bien évidemment de résoudre cette équation entre aliments et animal, ou alors entre voilà. Et nous parlerons bien évidemment de ce logiciel tout à l'heure. Déjà, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les panafricains. Je suis heureux d'être encore sur ce plateau aujourd'hui. Voilà, quelqu'un qu'on ne présente plus, la personne que vous avez appréciée, vous avez apprécié d'ailleurs ces 40 mesures pour faire décoller le Cameroun d'ici 5 ans sur le plan agricole. Bernard Djonka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Louis Roger. Ça fait un plaisir de vous avoir à chaque fois pour parler des questions liées à l'agriculture. Et ce soir encore, nous aurons bien des choses à dire aux Africains. Tout à fait. Voilà. Tout de suite, première question, Emmanuel. Votre question, avant bien évidemment l'agenda de Michel Zili, c'est le sujet d'entrée. Nous parlons tout à l'heure de ce logiciel que vous venez donc de mettre... de concevoir. Alors, il s'agit de quoi exactement? Oui, Louis Roger, ça fait une dizaine d'années que nous travaillons sur comment faire pour couvrir les besoins de l'animal à partir des ressources locales qui, en fait, sont disponibles à un coût économiquement faible. Et évidemment, vous savez, chaque animal, ou bien que ce soit l'animal, que ce soit l'homme, a besoin, par exemple, des protéines, de l'énergie, des acides aminés, des vitamines. Maintenant, on sait aussi que les matières premières disponibles, comme le maïs, comme le soja, comme les concentrés, apportent chacun, en fait, un certain nombre d'éléments aussi, c'est-à-dire en termes d'énergie, en termes de vitamines, en termes de protéines, etc. Maintenant, le logiciel permet simplement de dire si le besoin d'une poule, par exemple, est de telle quantité d'énergie, telle quantité de protéines, telle quantité de lysine par jour, est-ce qu'en combinant les différentes matières premières, c'est-à-dire le maïs, le soja, le son ou les concentrés, on peut réussir à lui donner un aliment équilibré à un prix raisonnable par rapport à la zone où on se retrouve? C'est en fait ça le logiciel, c'est-à-dire en fait mettre en relation les matières premières combinées, qu'on appelle donc une ration, et produire en fait un aliment qui puisse couvrir les besoins en termes d'énergie, en termes de protéines, en termes de différents éléments dont l'animal a besoin pour produire peut-être la chair ou bien produire un œuf, par exemple. Alors, pour être un peu plus précis, c'est comme un instrument de mesure.
c'est comme un instrument on va dire, de mesure. d'estimation en fait de la qualité de la ration qu'on est en train de lui proposer à l'animal, quoi. Voilà. Et ce logiciel est disponible? On peut le retrouver partout alors? Bon, pour le moment, le logiciel n'est pas encore disponible, on va dire, sur le marché tel qu'on puisse le vendre. Mais pour la simple raison qu'il demande à encore être un peu protégé avant sa vulgarisation. Mais d'ores et déjà, si les gens ont des problèmes de production, peut-être des porcs ou des poulets ou n'importe quel monogastrique, ils peuvent recourir à nous. On peut les aider en fait à évaluer leurs formules et à leur proposer des formules assez équilibrées. Voilà. Et pour recourir à nous, c'est la voie Agri. C'est la voie Agri, donc vous avez les différents contacts au bas de votre écran. Et président, ça vous donne l'occasion de poser donc la question qui est celle de savoir les dernières informations concernant bien évidemment la voie Agri. Oui. Disons que concernant la boîte Agri, on a reçu un dernier dossier. Un usager a ouvert son dossier auprès de la boîte Agri cette semaine, qui nous a vraiment beaucoup interpellés. Et je me permets d'en parler ici, parce que voyez-vous, la personne est entrée en position dans la région de Tu, d'environ 500 hectares de terre. Voilà. Et c'est la forêt. La personne se proposant de pouvoir mettre en exploitation pour un début 50 hectares. Elle avait déjà lancé, la personne, soit dit en passant, avait déjà lancé les travaux d'abattage et de défrichage pour pouvoir procéder à la mise en champ de ces 50 hectares. La personne dit vouloir planter le maïs parce qu'elle veut que la première activité produise de l'argent pour lui permettre de tendre son champ. Elle est donc venue ouvrir le dossier auprès de la Bois Agri. Et j'ai pensé qu'on pouvait quand même échanger l'expérience de ce qu'on a, de la discussion qu'on a eue avec la dame, pour qu'on se comprenne très bien. Alors, nous avons dit ceci à la dame. Quand vous dites avoir 500 hectares, c'est une très bonne chose. Vous avez commencé déjà à vouloir mettre 50 hectares en champ. Ça encore, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que vous avez comme titre de propriété sur les 500 hectares? Ça, c'est la première question que nous avons posée à la dame. Et sa réponse était directe, qui était de dire qu'elle s'était entendue avec les populations de la région, les villageois. Elle a payé ce qu'elle devrait payer auprès des villageois. Et les villageois lui ont remis un papier. Et elle pense que ce papier pourrait suffire. C'est sur la base de ce papier qu'elle s'engage à mettre les 50 hectares en champ pour un début. Bon, alors, nous, la première question, la première interrogation forte était de dire, est-ce que vous avez vérifié auprès des domaines de la région de Tui ou bien auprès de Yaoundé, si dans cette zone-là, on peut encore avoir 500 hectares inoccupés? Parce que c'est une zone, là je le dis vraiment ici, parce que dans la région de Tui aujourd'hui, on a beaucoup d'élites qui ont titré qui 500, qui 1000 hectares à Yaoundé, sans que les populations n'en soient informées. Ça existe. Donc du coup, c'est la question qu'on a posée à la dame. On lui a demandé d'aller vérifier pour voir si effectivement ce terrain de 500 hectares, ce n'est pas un terrain qui était inoccupé. Imaginez un peu la suite. En réalité, une bonne partie de cette terre était déjà, mais les populations ne le savaient pas. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, ce que nous avions dit à la dame, c'est que en réalité, quand vous ambitionnez mettre en place une exploitation qui tourne autour de 500 hectares, mettons 20 hectares, 10 hectares même, c'est déjà beaucoup. Vous ne pouvez absolument pas négliger le facteur propriété terrienne, le titre de propriété de votre terre. Parce que de plus en plus aujourd'hui en milieu rural, on a des conflits. C'est-à-dire des gens qui mettent un champ en exploitation, ils défrichent, ils abattent et brûlent, ils sèment, pour découvrir que tout ce travail a été fait sur le champ qui ne leur appartient pas. Et le propriétaire a le droit de reprendre son champ n'importe quand,
c'est devenu de plus en plus courant. Alors, de là que nous tenons à en parler ici, c'est pour insister sur l'importance de la propriété foncière lorsqu'on s'engage en milieu rural pour lancer une exploitation agricole. Beaucoup de gens négligent cette partie. Même s'il faut investir 6 mois, 1 an, pour s'assurer d'abord qu'on a le titre de propriété sur l'exploitation, avant de commencer à pouvoir lancer une première opération en termes d'activité, c'est extrêmement important. Sauf si, président, justement, il y a 2 façons d'aborder ce sujet. En fait, elle peut être aussi en train de chercher à avoir une concession sur ce terrain. Et ça, justement, ça veut dire qu'elle a engagé une procédure de concession. L'État peut lui céder en fait l'exploitation de ce terrain, enfin une certaine période pour mettre en valeur avant de lui céder un titre définitif, par exemple. Mais ça, c'est la procédure normale. Tout à fait. Mais on n'en est pas encore là. Là, c'est la procédure normale. Tout à fait. Alors, cette personne avait obtenu le terre auprès des populations. Tout à fait. Ce qui Et n'est pas, dans son esprit, elle avait déjà C'est un acquis. elle pensait que déjà c'était un acquis et qu'elle Alors pouvait que- investir autant qu'elle pouvait sur ce terrain. Alors qu'en réalité, c'était un très gros risque qu'elle était en train de prendre à cette fait. personne. Tout à fait. Donc, ça, c'est le dernier dossier que nous avons eu en date. Et je profite par là pour insister un peu sur un aspect que ceux qui veulent investir en milieu rural négligent. Quand vous êtes engagé à mettre en place une exploitation en milieu rural, il y a 2 choses, 2 opérations, à mon sens, tout au moins au sens de la labo agri, qui sont importantes. La première opération, c'est de s'assurer qu'on est effectivement propriétaire de l'espace qu'on veut exploiter. Et dans notre société, on sait ce qui prouve qu'on est propriétaire d'un espace terrien. C'est très important. Il ne faut absolument pas négliger cette partie. Deuxième activité, quand vous êtes déjà au-delà de 20 hectares, il faudrait comprendre que vous devez rendre vos 20 hectares, ou bien une bonne partie de vos 20 hectares, cultivables, donc exploitables. C'est-à-dire se donner le temps de travailler le sol. Ça peut durer 1 an, ça peut même durer 2 ans. Parce que si vous êtes dans une zone, prenons le cas de la zone forestière, Tout à fait. quand vous achetez 20 hectares de terre en zone forestière, on sait tous que la couche arable en zone forestière est extrêmement faible. Ensuite, Raison pour laquelle, oui ça- Emmanuel, ça peut être encombré des arbres qu'il faut d'abord en fait tout à fait. abattre et déraciner. Tout à fait. Je voudrais préciser, raison pour laquelle en zone forestière, on fait ce qu'on appelle la culture itinérante. Et ce que nos parents font en zone forestière, c'est-à-dire, vous ne pratiquez jamais l'agriculture 2 ans de suite sur une même parcelle. Vous êtes obligé de vous déplacer. Parce que la culture, la première année, épuise entièrement les réserves nutritionnelles du sol. Vous êtes obligé d'aller ailleurs. Alors maintenant, quand vous prenez 50 hectares en zone forestière, vous vous engagez à cultiver les 50 hectares de manière pérenne, c'est-à-dire être sur ces 50 hectares des années durant. Il faudrait que vous compreniez que rendre ces 50 hectares cultivables les années durant, ça devient quelque chose de très important. Donc, si ça doit vous prendre 1 an, ça va vous prendre 2 ans pour fertiliser le sol, pour augmenter la couche arable du sol. Ça peut se faire de plusieurs manières. Normalement, on défriche, on peut défricher si on veut. Ça dépend de ce qu'on veut mettre là comme culture. Mais on peut planter pour un début ce qu'on appelle les herbes, ça peut être les plantes fertilisantes. Je dis bien les plantes fertilisantes, c'est-à-dire on travaille le sol avant de pouvoir engager la production. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Les gens négligent souvent ça et cela leur est fortement préjudiciable. Voilà. Merci, Président, pour ces dernières informations concernant bien évidemment les dernières nouvelles de la voie agri dont vous avez les différents numéros au bas de votre écran. Vous pouvez toujours nous écrire pour nous poser des questions, pour davantage comprendre. Dans quelques instants, quelques secondes, c'est l'agenda de Michel Zili et nous retrouvons juste après. La 3e édition du Salon avicole international de Yaoundé s'y tiendra du 3 au 5 mai 2018 au Palais des Congrès de Yaoundé. Organisé par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, en partenariat avec l'interprofession avicole du Cameroun, cette 3e édition du Salon avicole international de Yaoundé aura pour thème aviculture, jeunesse et emploi. L'événement est un rendez-vous de tous les intervenants dans le secteur
à savoir professionnels, fournisseurs, partenaires, camerounais et étrangers, administration. Ce salon se veut une occasion au Cameroun de pouvoir exposer les dernières technologies, les innovations et le savoir-faire aux professionnels de la filière avicole. La dernière édition s'était tenue dans un contexte difficile pour les acteurs de la filière avicole qui avaient connu d'énormes pertes à cause de l'épizootie de grippe aviaire qui avait sévi dans le pays. Il était question au cours de ce salon de poser les bases de la relance de la filière avicole après l'épizootie aviaire découverte en mai 2016. La ville de Douala au Cameroun abritera du 6 au 12 décembre la première édition de la Foire internationale au vin et spiritueux. Un événement dédié uniquement au métier du vin et spiritueux, un cadre d'échange entre producteurs, distributeurs et consommateurs. Participer à cet événement permettra aux exposants de nouer de meilleurs contacts commerciaux, de rencontrer et discuter avec les principaux représentants de la profession. Les exposants pourront également saisir cette opportunité pour présenter leurs avantages concurrentiels dans le marché. La foire est également ouverte aux producteurs de vins locaux tels que le vin de raffia. La culture de consommation des vins et spiritueux au Cameroun et dans la sous-région étant de plus en plus grandissante, il est question pour les organisateurs de susciter auprès des nationaux et des étrangers un investissement dans ce secteur porteur de l'économie des vins et spiritueux, d'éduquer les Camerounais à la consommation des produits de qualité et d'encourager l'arrivée de nouveaux produits de qualité dans le marché sous-régional et à de meilleurs prix. Le président Alassane Ouattara a présidé le 16 novembre à Port-Bouët la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2017. L'Afrique du Sud est le pays invité d'honneur de cette 4e édition du Salon international de l'agriculture, prévue du 17 au 26 novembre 2017, autour du thème « La transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique ». Prennent également part à ce salon des délégations venues des pays de la sous-région ouest africaine, de l'Afrique centrale, de la France et de la Hollande. Organisé tous les 2 ans, le SARA est la plus grande manifestation du genre d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit en outre de permettre aux exposants de prospecter de nouveaux clients, qu'ils soient des professionnels du monde agricole ou des consommateurs. Organiser des contacts d'affaires et des forums d'échange spécifiques, non seulement entre investisseurs privés, mais également entre professionnels des différentes filières agricoles. Faire connaître les activités des professionnels de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, de la pêche, de la finance agricole, du machinisme agricole, de la formation et de l'alimentation et développement rural. Le gouvernement au Libéria a publié le décret numéro 87, qui étend le décret numéro 80 publié en juin 2016 concernant la suspension des droits sur les importations de riz blanchi ou semi-blanchi et de brisure de riz. Cette mesure vise tout particulièrement à enrayer la hausse des prix du riz, principale denrée de base dans le pays. Le gouvernement a régulièrement supprimé les droits de douane ces dernières années. Il a pris bonne note que le prix du riz ces dernières années était à la fois élevé et incontrôlable, soulignant la nécessité de réduire cette hausse. Le Libéria dépend fortement des importations alimentaires pour satisfaire ses besoins en matière de consommation et importe plus de la moitié du riz dont il a besoin pour satisfaire sa consommation. Près de 5000 familles, soit plus de 30 000 personnes vivant dans la ville d'Yé, au Soudan du Sud, ont bénéficié du don que le pape François avait fait récemment à la FAO et qui s'élève à 25 000 €. Ce don intervient alors que la sécurité alimentaire dans le pays est appelée à s'aggraver d'ici les prochains mois. Cette somme sera utilisée pour fournir des kits et des outils agricoles dans une région où les moyens d'existence tels que l'agriculture ont été réduits à néant en raison des combats qui ont restreint l'accès des organisations humanitaires à certaines zones, mais aussi en raison de l'hyperinflation qui a eu pour effet de rendre la nourriture inabordable. Ces kits fourniront cette variété de légumes à croissance rapide en vue d'améliorer l'accès des familles à des aliments nutritifs et de combler le déficit alimentaire qui existe entre les différentes récoltes céréalières. Sur l'ensemble du territoire sud-soudanais, 4,8 millions de personnes font face à une grave insécurité alimentaire. La situation de la sécurité alimentaire devrait se détériorer au début de l'année 2018. Merci infiniment à vous, Michel Zili, pour cet agenda
Et tout de suite, les commentaires. On va commencer par vous, Emmanuel. Vous avez regardé ces images, vous avez pris des notes. Premier commentaire. Bon, je vais faire peut-être 2 ou 3 commentaires. Le premier va concerner le don à la FAO pour le Sud-Soudan. C'est vrai, en condition de guerre, ce n'est pas facile pour les populations d'avoir ce temps pour pouvoir produire ce qu'ils doivent manger. Mais je dis souvent, au-delà des dons, en fait, il faut penser réellement comment fondamentalement mettre en place des politiques de production telles que les gens puissent constamment avoir à manger, au lieu de chercher à aller faire des dons qui en fait quelquefois va les faire dormir sur les lauriers et penser que attendre toujours que la manne tombe du ciel. Mais c'est des réfugiés, Emmanuel. Ils sont dans les camps de réfugiés. J'ai bien compris, président. Mais il faut plutôt éviter la guerre. Exact. J'ai dit, en condition de guerre, on est obligé de faire les dons. Mais je connais aussi des pays qui ne sont plus en guerre, dans lesquels on apporte toujours des dons. C'est là que je voulais attirer l'attention. Maintenant, l'autre sujet, c'est en fait le salon prévu avec le thème de la transformation structurelle de l'agriculture en condition du changement climatique. Ça aussi, c'est un thème qui a retenu mon attention. Et la simple question que je me pose, c'est est-ce que la transformation structurelle va s'opérer fondamentalement en se basant sur en fait, les bases même du changement des mentalités ou bien de la façon de faire. C'est-à-dire, en fait, est-ce que... Bon, bref, c'est un débat qui sera fait peut-être, je suppose, à cette occasion. Mais est-ce que les semences, par exemple, ou bien les races des animaux qu'on va désormais exploiter vont effectivement épouser en fait les changements climatiques? Et ça, je dis, c'est un travail peut-être fondamental de la recherche pour pouvoir en fait adapter les nouvelles variétés ou bien les nouvelles espèces au changement climatique. C'est un débat que j'aimerais bien suivre quand ce salon va se tenir. Vous parlez bien du salon d'Abidjan, non, en Côte d'Ivoire? Bien sûr, oui. Voilà. Parce que tu n'as pas précisé. Non. Maintenant, je vais finir justement par le salon de l'aviculture de 2018, le SAVI. Bon, avec le thème, en fait, aviculture, jeunesse et emploi. Là, ça m'interpelle un peu parce que en fait, nous sommes en novembre pratiquement 2017 et ça fait presque plus d'1 an que la grippe aviaire a presque quasiment paralysé la filière avicole au Cameroun. Et je suis quand même un peu étonné qu'on dise qu'en 2018, on va faire un salon avec pour thème précisément aviculture, jeunesse et emploi, alors que la filière à l'heure actuelle est dans le trou. Et ceci d'autant plus que on a par exemple 2 foyers depuis mars, le foyer du 3 mars et le foyer du 7 mars, qui n'ont jamais été clôturés. C'est-à-dire en fait que nous sommes pratiquement plus de 6 mois après un salon ouvert, un foyer, les derniers foyers des grippes aviaires ouverts au Cameroun n'ont jamais été clôturés. Et je me souviens que l'année passée, entre septembre et octobre, monsieur le ministre de Minépia disait que, en fait, on peut lever les mesures de restriction seulement après 90 jours observés, en fait, à partir peut-être de la clôture du dernier foyer. Donc, nous sommes plus de 6 mois après, la clôture d'un foyer qui se fait pratiquement en quelques jours n'est pas encore faite. Maintenant, on projette quand même de faire un salon en 2018. Je ne sais pas si on le fera toujours dans ce contexte de grippe aviaire ou pas. Et comment est-ce qu'on va créer donc les emplois promis? Voilà, question très bien posée. Alors, Président, vous avez également regardé cet agenda de Michel Zili. Aucun sujet ne vous a retenu votre attention? Bon, je veux peut-être rester sur le sujet qui intéresse Emmanuel. Quand je vois comment il parle de ce salon de sa vie, ce salon de 2018, revu 2018. Tout ce que je peux remarquer, c'est que la question qui me semble être importante à poser, on ne la pose absolument pas, on ne la pose jamais. J'ai assisté à la première édition de ce salon, j'ai assisté à la deuxième au Palais des Congrès.
Et voilà la 3e édition qui est programmée. La question qui va, c'est de dire d'un salon à l'autre, quelle est la valeur ajoutée du salon dans la filière avicole locale, même sous-régionale. Quelle est la valeur ajoutée? Quand je prends le dernier salon en date, ça a eu lieu au Palais des Congrès. Qui était un fiasco. Bon, enfin, on envisage déjà le salon de l'année prochaine. Il n'y a à aucun moment, on nous fait un bilan, on nous montre ce que ce salon est passé à apporter dans la filière. Quand j'écoute Emmanuel, à la limite, ce salon a plutôt apporté du malheur dans la filière, puisqu'il présente une situation de la filière qui est catastrophique. Et ce salon a été organisé dans le contexte de la grippe aviaire. On nous avait présenté ce salon comme étant un moyen de la solution à la grippe aviaire, qu'on devait donner l'occasion aux opérateurs locaux d'échanger leur expérience avec d'autres pays qui ont eu à gérer la situation de grippe aviaire. Mais c'est parce qu'on a connu, c'est parce qu'on a vécu. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Donc je reste vraiment sur ma faim et je m'interroge pourquoi il n'y a aucun endroit où on peut interroger ces investissements qu'on fait, puisque quoi qu'on dise, c'est les fonds de l'État qui sont mis en jeu dans l'organisation de ces salons. Mais à nulle part, on nous dit ce que ça a effectivement apporté. Moi, je suis un peu embêté par ce genre de situation où on avance sans avoir le courage de s'arrêter un moment, d'évaluer et de changer, ou bien même d'arrêter, ou bien même de reporter. Écoutez le thème qui est prévu. En quoi ce thème est en relation avec l'actualité de la filière aujourd'hui? Absolument rien. Parce qu'on nous parle d'un salon qui aura lieu l'année prochaine. Tout à fait. Alors on va investir les moyens, on va investir du temps, on va orienter les gens, les médias vont se focaliser sur ce salon. Et les problèmes que connaît la filière, à aucun moment on ne doit les aborder. Est-ce que c'est normal? Donc ça c'est un peu la frustration que j'ai quand je vois ce genre d'image. Bon, restons dans la logique du salon. On nous a parlé de Sahara. J'ai eu à visiter le Sahara 2 fois. Une fois, c'était avant la guerre. Puisque après, pendant les 10 périodes que la Côte d'Ivoire a connues, les 10 années de guerre que la Côte d'Ivoire a connues, le Sahara ne fonctionnait pas. Donc à la fin des années 90, c'était en 98, j'avais visité le Sahara en Côte d'Ivoire. Mais c'était quelque chose de vachement intéressant. Vous voyez, là quand on parlait de foire agricole avec grand assoir dit en passant, quand on était là, on voyait effectivement que c'était une foire agricole. Les échanges étaient là, la promotion des découvertes, des performances locales était là. Et curieusement, par moment, je suis bien obligé, lui Roger, tu vas me l'autoriser, de rester un peu plus sur le Cameroun, par exemple. Alors, le dernier salon, bon, pas salon, le comice agro-pastoral, c'était à Ebolova. Et ça fait combien d'années? Ça fait aujourd'hui 6 ans, mettons 6 ans. Ça fait 6 ans que ce comice agro-pastoral a eu lieu. Tout à fait. On nous parle de Sahara, là, c'est 2 ans chaque année. Alors, quand on réalise que ce salon d'Ebolova, pour que cela ait lieu il y a 6 ans, on avait attendu 19 ans pour que cela ait lieu. Je ne sais pas si vous imaginez, donc, en espace de 25 ans, on a 2 salons. 2 comices. Deux comices. Tout à fait. Donc, voilà. L'erreur est exprès. Parce que, imaginez-vous, ici, on parle de salon agricole. Nous, on parle de comice. Ouais. Il y a une très, très grosse différence. On parle de comice. Et lequel comice est extrêmement rare, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, alors, pour un pays agricole comme le Cameroun, excusez que j'insiste là-dessus, comment on peut expliquer que les événements qui donnent l'occasion aux paysans de pouvoir faire monde leur savoir-être, faire monde leur savoir-faire, de frotter leur expérience à d'autres expériences, discuter avec les consommateurs, proposer leurs produits, pourquoi ça doit être si rare? Ce n'est pas simplement le cas du Cameroun. Dans la plupart des pays africains, ce genre de salons régulièrement sont rares. Alors qu'en Europe, je prends le cas de la France, je prends quand même le cas des États-Unis ou de l'Angleterre. Quand vous allez en France, le salon de la Porte de Versailles, ça se tient chaque année. Quand vous allez en Belgique, le salon de Libramont, ça se tient chaque année. Quand vous allez en Angleterre, le salon de Warwick, ça se tient chaque année. Et c'est couru. Nous qui semblons à être plus dans le besoin de valoriser notre secteur agricole, à la limite, on ne connaît pas l'importance que peut représenter un salon pour les producteurs et pour l'alimentation. Tout à fait. Et c'est ça le véritable problème qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, dans nos pays d'Afrique subsaharienne, vous allez remarquer que on n'interroge pas ce qu'on consomme. On n'interroge pas les relations entre producteurs et consommateurs. On n'interroge pas les relations entre producteurs et transformateurs. Et forcément, on a un degré de développement de notre secteur agricole qui est extrêmement faible. Or, comme nous sommes fondamentalement des pays agricoles, le degré de développement agricole étant faible, notre degré de développement de manière globale reste faible. Donc, il y a quand même un problème à ce niveau-là.
Donc, il ne faudrait pas qu'on voit les salons comme les simples shows, mais les salons, c'est des vitrines. Le cas de la Côte d'Ivoire, ça sera une fois chaque 2 ans. Et quand vous voyez le développement du secteur agricole en Côte d'Ivoire, ça se sent. Donc ce salon a son importance. Malheureusement, tel n'est pas le cas chez nous. Alors c'est une question d'expertise, d'experts. C'est un problème politique, un problème de volonté politique. Je dis bien problème de volonté politique. Puis c'est le politique qui décide, qui l'organise. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça la réalité. Voilà. Et vous verrez, c'est juste pour conclure, je pense que c'est quand même important qu'on puisse le dire. Rares sont les pays d'Afrique noire où il y a une vision et une politique d'alimentation des populations. C'est-à-dire qu'on dise que, je vous donne un exemple banal, qu'on dise que les OGM ne vont pas entrer dans les produits qui sont consommés dans le pays. C'est un exemple que je vous donne. Et du coup, rares sont les pays d'Afrique noire où on a un laboratoire qui a la capacité de pouvoir analyser ce qu'on donne à consommer aux populations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, en matière d'alimentation de nos populations, les pouvoirs publics nous laissent à la merci de tout ce qui peut entrer, puisque personne ne contrôle ce qu'on nous donne à manger. Or, comme la tendance est à ouvrir les portes pour qu'entrent les produits produits ailleurs, il n'y a personne pour pouvoir contrôler ces produits. J'aime encore qu'on laisse entrer les fruits, parce que les fruits ne font l'objet d'aucune transformation. On peut juste avoir peur que les fruits ont été contaminés par les traitements qu'ils subissent. Mais par contre, lorsqu'on fait entrer les produits transformés, c'est extrêmement dangereux. Je ne prends que le cas de la tomate, en boîte, prenons la sardine. J'ai connu en Belgique, je le dis haut et fort, et je l'ai visité. J'ai connu en Belgique, dans la banlieue, des entreprises qui avaient pour vocation de traficoter la date de péremption sur les produits alimentaires qu'on exportait après en Afrique. Quand on dit que le produit doit être consommé avant 2016, on enlève l'étiquette qui est dessus, on met avant 2022. On envoie ici. Il n'y a absolument rien pour pouvoir contrôler. Emmanuel, tu me regardes parce que je sais que toi-même là. Exactement. Vas-y, Emmanuel. Emmanuel, quelques compléments d'information. Oui, justement, j'allais dire plus grave encore. Imaginez un peu que nous sommes en train d'aller vers la fin d'année avec souvent les fêtes de fin d'année où les gens produisent beaucoup de poulet pour les fêtes de fin d'année. En fait, j'ai un partenaire étranger qui a fait une analyse des concentrés, par exemple, qu'on a introduit sur le marché du Cameroun. Et on se rend compte que, en fait, l'étiquette ou l'analyse qui est sur le sac n'a rien à voir avec le contenu du sac. Et personne au Cameroun, en fait, ne cherche même à vérifier cela. Mais ça veut donc dire qu'on laisse tous les producteurs à la merci de ces, on va dire, ces bandits de grands chemins qui, en fait, partent en Europe importer du n'importe quoi pour vendre, pour qu'on puisse produire le poulet. Et les gens sont étonnés qu'ils utilisent ces concentrés. Malheureusement, les poules ne peuvent pas grandir. Alors là, maintenant, il faudrait remettre, donc, mettre sur pied donc, un dispositif, ou alors trouver des équipes ou des laboratoires qui pourraient véritablement se mettre au travail. Mais non. Sinon, nous sommes voués tous à une mort imminente. Je pense que c'est plus compliqué que ça, lui, Roger. Tout à fait. Le laboratoire d'analyse alimentaire. C'est très compliqué. Le premier dans la région d'Afrique centrale. Je parle de l'Afrique centrale qui s'étend jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et a été ouvert au Bénin. J'ai eu la chance de pouvoir visiter. Maintenant, est-ce qu'il est fonctionnel? Je suis mal placé pour vous le répondre. Alors, pourquoi j'ai des doutes là-dessus? Parce que pour ce qui concerne le Cameroun, pour ceux qui nous écoutent et qui sont à Douala ou et qui sont au Cameroun, si vous allez à la délégation régionale de l'élevage du littoral, c'est à Mbopi, vous allez voir que le laboratoire de contrôle de l'alimentation a été construit, équipé il y a 4 ans. Je dis bien, il y a 4 ans. Je le dis parce que je l'ai visité. Mais ça n'a jamais fonctionné. Je dis équipé, ça n'a jamais fonctionné. Alors, quand vous regardez le bâtiment aujourd'hui, le bâtiment extérieur a vieilli sans avoir servi. Quand vous allez donc à l'intérieur, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai vu à travers les vitres. Ça veut dire que les appareils qui étaient là, à la limite, doivent être déjà démodés. Parce qu'on voit la vitesse avec laquelle la technologie avance. On se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Donc il y a ce problème-là qu'il faut quand même poser. Et quand je vois ce qu'on nous annonce à travers les salons de ci, salons de ça, quand on en vient à se poser la question, à qui profitent ces salons? Mais prenons le cas du salon de l'IPAVI, Le SAVI. vous savez, qui est programmé pour l'année prochaine. Quand je regarde la situation dans laquelle se trouve la plupart des agriculteurs, quand je regarde la situation dans laquelle se trouve la filière agricole aujourd'hui, je suis bien en droit de poser la question de savoir à qui profite ce SAVI. Et je pense, Emmanuel, c'est une question qu'il va falloir, il faut qu'on cherche à avoir la réponse à cette Mais question. je pense que vous avez, n'est-ce pas, la réponse, parce que ça ne profite pas aux agriculteurs, aux agriculteurs. En tout cas, pas aux agriculteurs. Alors, ça profite, n'est-ce pas, aux politiques qui doivent se mettre un peu dans les poches. Non, c'est toi qui le dis, il le rejette. Si- Bon, enfin, je ne sais pas, mais c'est la question qu'on pose. C'est la question qu'on se pose et vous connaissez bien évidemment ceux qui profitent. Alors, il est question, Emmanuel, de quand même de ne pas baisser les bras. Face à une telle situation, on ne doit pas baisser les bras. Bien évidemment. En fait, la seule chose qu'on puisse faire, à mon avis, et ça, le président est aussi mieux placé par rapport à ça, si une association comme l'ARDIC, pas seulement éduquer, parce qu'en fait, si une association comme l'ARDIC pouvait prendre tous ces différents problèmes à bras le corps, comme personne, je vais dire, morale, peut-être que ça pourrait faire quelques pistes de solutions. Excuse-moi d'être impoli, Emmanuel. Voilà. Tu me le permets. Mais quand tu parles de l'ARDIC, oui. On s'est élevé pour se battre et pour défendre la filière avicole. Mais les premiers qui étaient réticents par rapport à ça, c'était les agriculteurs. Certains nous ont dit que quand on vend les œufs, on ne cherche pas la bagarre. Ils nous l'ont dit de manière directe. Ça, vous comprenez? C'est-à-dire, bon, écoutez, allez vous battre pour nous. Nous, on vend les œufs, on ne peut pas chercher la bagarre. Président. C'est un proverbe. Mais ils l'ont appliqué. Tout à fait. Il faut le reconnaître. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. On va pas quand même laisser la filière mourir parce que les gens ont fait une erreur peut-être d'approche ou une mauvaise lecture de la situation. Mais président. non. Le problème, c'est que là, je parle en tant qu'ARDIC. L'action de l'ARDIC ne peut être porteuse que si elle est soutenue par les acteurs qui bénéficient de cette action. Tout à Il faut fait. qu'on se comprenne très bien. Tout à fait. Elle ne peut être porteuse que par ça. Tout à fait. Or, dans le cas d'espèce, l'action qui a été menée par l'ARDIC, à la fois, bénéficie aux producteurs et bénéficie aux consommateurs. C'est clair. Or, dans un environnement où, que ce soit les producteurs, que ce soit les consommateurs, on n'a pas la culture de pouvoir défendre son beefsteak, comme on peut dire. Et comment vous voyez que l'ARDIC se place en porte-à-faux dans une situation inconfortable. C'est ce qu'on a vécu. Il faut le reconnaître. Donc, le véritable problème, lieu de sensibilisation, c'est auprès des acteurs. Les acteurs doivent s'assumer. Il faut quand même qu'on puisse le dire. Ils doivent s'assumer. Mais sans être organisés, comment peuvent-ils s'assumer? Pourquoi ils ne sont pas organisés? L'IPAVIC sert à quoi? Voilà. Et le ministère sert à quoi? Le ministère sert à quoi? L'IPAVIC sert à quoi? Bientôt, on dira même les IPAVIC parce que là aussi, il y a des choses qui se trament là derrière. Ce qui n'est forcément pas une mauvaise chose. Si les décisions-là peuvent permettre à ce que nous contrôlions un peu ce que nous consommons, c'est une très bonne chose, parce que la santé commence parce que nous mangeons. Alors, on va poursuivre avec Agripan, cette audition, en revenant quand même sur une autre actualité. Il est vrai que c'est une information qui n'est pas encore officielle. Nous anticipons sur les 5% des frais. C'est officiel. Ah, c'est déjà officiel. Non, mais attends, dans tous les cas, une loi qui n'est pas encore c'est votée, une loi qui a été qui soumise. est soumise. Bon, alors, Voilà. Président, livrez-nous la substance, la quintessence de cette taxe qui va certainement frapper certains produits agricoles à l'exportation. De quoi s'agit-il exactement? Bon, peut-être quand vous dites exportation, vous pouvez vous parler rapidement, on peut confondre avec importation. Voilà. Disons bien Exportation. C'est-à-dire qu'il s'agit des produits, Qui partent du des Cameroun. produits locaux, c'est-à-dire Voilà. des produits qui ont été produits localement, Oui, qu'on vend à l'extérieur. tout à fait. Donc on met une taxe pour rendre difficiles les conditions d'exportation De ces de ces produits. produits, donc de vendre ces produits à l'extérieur. Et la taxe en question est de l'ordre de 5%. 5%. Et dans la loi de finances qui doit être votée au Parlement ces jours-ci, il y a 10 produits, les taxes ont été mises sur 10 produits. Je vais laisser Emmanuel peut-être énumérer les 10 produits. Alors, Emmanuel, on va énumérer Parce que- donc ces 10 produits et puis essayer de voir au fur et à mesure. On a parlé par exemple Il y a le du Il faut riz, les énumérer. Oui, Il y a le 10 riz, produits. Il y a l'huile de palme. l'huile de palme, la noix de cola. Oui. La noix de cola. Oui, la cola. Cette cola Telle qu'on l'appelle souvent. La cola rouge, oui. Le sorgho, Il y a le sorgho, le mil, le mil, le poivre, le poivre, le coq le coq, oui. Alors, Ou héros. ou héros. Exact. Mais alors, si tous ces produits aujourd'hui sont taxés,
Président, c'est quand même... C'est le monde à l'envers. Parce que, lui, Roger, écoutez, j'ai même eu un peu de chance, parce que là, il serait tombé en renverse. Le Ndolé pouvait aussi être là. C'est-à-dire, vous allez voir que ces produits, c'est-à-dire ces produits qui ont été énumérés, c'est les produits que moi j'appelais les produits qui défendent la souveraineté nationale. C'est les produits qui marquent notre identité, notre identité culinaire. Mais il n'y a rien de plus excitant que d'exporter son identité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, en dehors de l'alimentation, quand on voit comment les gens vendent la culture française ici chez nous, je prends le cas de la francophonie, c'est un peu comme si nous avons quelque chose, notre identité qu'on devrait promouvoir. On s'enferme sur nous, on dit non, nous gardons notre identité. Là, vous voyez jusqu'où je commence. Je ne sais pas si vous réalisez. Parce que quand on crie par rapport à ces 5%, de quoi s'agit-il exactement? On dit ceci, ces produits qui ont été énumérés, il y a une demande sur le marché local qui n'est pas satisfaite. Donc, pour pouvoir satisfaire cette demande sur le marché local, il faut empêcher l'exportation. Alors, tout au moins, il faut décourager l'exportation pour que ce produit soit vendu moins cher sur le marché local. Mais j'ai jamais vu ça en économie. Parce que le moins cher, il s'agit du prix. Sur tous les marchés, quels que soient les produits, le prix se fixe en fonction de l'offre et de la demande. Donc, on parle de la production. Si le coq coûte cher sur le marché local, si on veut rabaisser le prix de le coq sur le marché local, on augmente la production de le coq. C'est aussi simple que ça. Vous voyez que la taxe n'a rien à y voir. Ce n'est pas qu'on taxe l'exportation de le coq. Non, on augmente la production de le coq. Ça, c'est le principe de l'offre et de la demande. Ce que je vous ai donné, c'est valable pour tous les 10 produits qui ont été cités. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, je vais vous faire remarquer, pour ceux qui connaissent l'environnement de production agricole au Cameroun, ceux qui ont la tendance d'investir dans le domaine agricole, c'est ceux qui voient le marché extérieur. Parce qu'en réalité, sur le marché local, sa structuration ne permet pas encore à un investisseur de pouvoir y investir. Quand je prends le cas même dans la filière avicole, c'est quand les aviculteurs camerounais ont réussi à gagner 60% du marché sous-régional, que la filière avicole nationale s'est quadruplée. Tout à fait. Vrai ou faux, Emmanuel? Non, c'est très Mais il faut vrai. le dire. C'est très vrai. C'est un exemple qui est devant nous. Tout à fait. C'est l'exemple qui est devant nous. Tout à fait. La grippe aviaire a empêché d'exporter. Oui. Regarde comment est devenue la filière locale. Complètement morte. Mais on jetait les œufs. Hein. Tout à fait. Non, on jetait les œufs. Non, il faut le dire. Aujourd'hui, tous les aviculteurs étaient découragés. Il n'y avait personne qui était prêt à relancer une boîte parce qu'on a bloqué le marché qui était extérieur. Le marché local aussi était quand même là. Tout à fait. Or, on a eu ça avec les œufs. Pourquoi? Parce qu'on a donné l'occasion aux aviculteurs de produire massivement, d'inonder le marché local et d'exporter les excédents. Mais c'est un exemple terrible qu'on peut appliquer sur n'importe quelle culture. Quand vous prenez les coques, quand vous prenez le palmier à huile, quand vous prenez la cola que vous avez citée, quand vous prenez le sorgho que vous avez cité, on peut appliquer textuellement la même chose. Prenons le cas du riz. Donc, c'est pour ça que cette mesure, je ne sais pas comment Emmanuel interprète ça. Il faut qu'il... Alors, mais on voudrait bien se demander quelle est la politique qui se cache derrière cette taxation. Bon, en fait, selon certains, l'esprit de cette loi serait d'empêcher certains trafics. Parce qu'ils disent-ils, sous les thèmes de peut-être huile de palme ou bien, je ne sais pas, mil ou sorgho, il y a des choses qui sortent du pays sans être contrôlées alors que c'est des choses. Il n'y a pas de traçabilité. Non, il y a des choses taxables qui sortent plutôt sous ce nom-là. Ça, c'est une des hypothèses qu'ils avancent. La seconde hypothèse serait qu'on est en train de vouloir à tout prix élargir l'assiette fiscale puisque les recettes pétrolières ont baissé. Et jusqu'à aller quand même taxer la cola. Notre cola, après avoir pris une bière, on prend une petite noix de cola à 25 francs. Il faut Bon,
Bon, c'est vrai, cette taxe n'est pas liée à l'exportation. Au marché bien local, évidemment. mais c'est une taxe plutôt à l'exportation. Et je voudrais à ce niveau justement rejoindre le président. En fait, si on trouve que la demande en un produit est élevée sur le plan extérieur, moi je pense que le mieux c'est de chercher comment faire pour rendre l'offre plus abondante pour couvrir cette demande. Parce que de toutes les façons, plus on va exporter, plus on aura les devises qui vont nous permettre de résoudre nos problèmes liés à la baisse des recettes pétrolières, par exemple. Par contre, si on pense que la solution serait justement de taxer ces produits pour compenser la baisse des recettes fiscales, en fait, en même temps aussi, on devient plutôt mal compétitif par rapport aux autres qui peuvent avoir les mêmes produits que nous. Je prends par exemple le cas de l'huile, par exemple. L'huile de palme, en fait, est produite aujourd'hui au Gabon ou bien au Cameroun ou dans d'autres pays de la sous-région. Imaginez donc que cette taxe de 5% fait que, en fait, ceux qui venaient prendre l'huile au Cameroun se rabattent plutôt au Gabon. Vous voyez le phénomène que cela va entraîner. Si tu permets, Emmanuel, l'exemple qu'Emmanuel prend, c'est un exemple très illustratif du paradoxe. Depuis un certain nombre d'années, l'huile qui est produite auprès de la Socapalme est vendue à l'extérieur parce que les coûts de l'huile est plus élevé à l'extérieur. C'est-à-dire, le litre d'huile, parlons terre à terre, le litre d'huile qui se vend 650 francs au Cameroun se vend 1200 à l'étranger. Socapalme, producteur camerounais, il est en droit de dire je préfère exporter mon huile que de vendre sur le plan local. Parce que ça coûte plus cher là-bas. Tout à fait. Ce qui est compréhensible. Je reste sur cet exemple. L'État dit ceci, mais attention, quand tu exportes ton huile pour vendre à l'étranger, tu crées la pénurie, tu ne satisfais pas la demande locale. Donc on va t'empêcher d'exporter ton riz et tu vas vendre sur le marché local. C'est ça le chemin. Tout à fait. Donc on va satisfaire la demande. Mais ce que l'État oublie, c'est qu'en imposant cette taxe, si cette taxe est appliquée avec la toute rigueur, la tendance Socapalme sera de baisser sa production. Ça ne sera pas d'augmenter sa production. Tout à fait. Puisque de toute façon, la motivation... Mais tout à fait. Il faut être clair là-dessus. Tout à fait. Et je fais remarquer ceci. Quand Socapalme vend l'huile à l'étranger, c'est en fonction des conditions de production de l'huile au niveau de la Socapalme. Or, aujourd'hui, les conditions de production de l'huile sont plus avantageuses au Gabon qu'au Cameroun. Donc, les Gabonais n'ont pas de droit à exporter leur huile. Pendant que vous laissez Socapalme exporter son huile, le Gabon exporte aussi son huile au Cameroun. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'il y a cette notion de proximité. C'est pour vous dire que mettre la taxe pour empêcher l'exportation d'un produit local, c'est la solution des paresseux. On ne peut pas dire plus que ça. Et on va contre le développement. Parce qu'il y a une seule règle. C'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire que on va interdire les Gabonais de venir acheter les régimes de plantain dans les champs? Parce qu'on dit qu'en venant acheter dans les champs, ils raréfient le plantain sur le marché local. Mais absolument pas. S'ils viennent acheter le plantain dans les champs, si c'était un champ d'1 hectare, mais passons à 3 hectares. Aussi simple que ça. Ce n'est pas simple. C'est ça la voie du développement. Si le paysan qui vend dans le champ n'a pas la possibilité de passer à 3 hectares, c'est la responsabilité de l'État. Mais aidons-le. En trouvant des terres... Mais aidons-le, donnons-lui les moyens pour qu'il augmente le nombre d'hectares. C'est ça la règle. En fait, il y a deux solutions. Oui. On peut augmenter la quantité d'hectares exploités ou on peut aussi augmenter la productivité. Et je pense que... C'est le même résultat. Il y a des questions liées à cette augmentation. C'est le même résultat. Qu'on va aborder tout à l'heure. Voilà. Donc, tu comprends, mais ce problème de 5%, ça fait problème. Cette décision est en train d'être... Il y a la probabilité que ce soit voté. On en redébattra ici sur le plateau après le vote de la loi de finances 2018. On va vérifier si ça a été maintenu. Je le dis très bien ici, ce serait une catastrophe. Si c'est maintenu, on va rediscuter et on verra quels seront les résultats. Alors,
Et c'est quand même assez paradoxal au moment où on parle, où on vante le poivre blanc de Penja, que désormais ce poivre qui est apprécié partout, au-delà du triangle national, qu'on dise désormais qu'il faudrait réduire de quoi l'exportation. L'exportation, c'est quand même... C'est le poivre qui m'a rendu heureux l'autre jour. J'étais en Belgique. Dans le supermarché en Belgique, tu as le poivre dans la boîte. Et c'est ça le problème. Lui, Roger, je t'ai déjà expliqué ici. Si on exporte le ndolé camerounais en France, si arrivé en France, ce ndolé est consommé par les Camerounais qui sont en France, c'est un échec. On n'a pas fait un pas. Il faut réussir à faire en sorte que le ndolé camerounais vendu en France soit consommé par les Français. Tout le monde. Bon, disons pas tout le monde. Emmanuel est plus large. Tout à fait. Mais par les Français. Mais pas les Français. On aura fait un pas. Tout à fait. Mais c'est ce qui se passe avec nous ici. Mais allez dans les supermarchés qu'on a partout là. C'est des produits français. Bon, vous allez me dire que j'aime le fromage. Mais si je l'achète ici, mais ce fromage que j'achète, ils ont réussi à m'amener à aimer leur fromage. C'est eux qui bénéficient de la somme que je sois ici pour payer ce fromage. Bien sûr. Il faut que ce soit la même chose. Donc, en réalité, nos produits, notre production, notre développement, surtout dans le domaine agro-silvo-pastoral, passe par la promotion de nos produits d'abord à l'extérieur. Parce que pour le faire à l'extérieur, dans ce que nous proposons, on ne sort que lorsqu'on a inondé le marché local. On a la possibilité de pouvoir inonder le marché local. Donc, on résout par la production le problème qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir résoudre par la fiscalité. On résout ça par la production. Et maintenant, on exporte. On va y revenir dans quelques secondes. Prenons Dany qui nous appelle depuis la France. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Niadj et bonsoir à vous, féministes, avec le président Nzongo et son collègue. Bon voilà, écoutez. Voilà, quelques petits problèmes avec Dany qui est pourtant bien connecté. Oui, oui, vous m'entendez? Non, je vous entends très bien. Hein. Donc je peux continuer à parler? Ah, merci. Là, c'est sur Saint-Denis. Vous êtes en tête. Voilà. Donc je disais que l'histoire des 5%, j'ai vu le professeur Njongan, il a publié ça sur Internet. Et croyez-moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, hein, les arguments que vous exposez. Parce qu'en fait, dans l'immédiat, ils ont raison de dire qu'il faut qu'on favorise la production. Nous sommes d'accord. Mais dans l'immédiat, la production, elle n'est pas là. Et parallèlement, l'État, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entrer à l'intérieur de... Il a signé les accords, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces accords avec l'Union européenne. Les accords de partenariat économique. Voilà, qui baisse les taux d'entrée douaniers au Cameroun. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'il y a un déficit de recettes. Donc, l'État, lui, dit, bon, dans l'immédiat, vous savez, une taxe, elle n'est pas ignoble. Une taxe, demain, on peut l'enlever, la taxe. Mais dans l'immédiat, l'État dit, je vous mets 5% de taxes sur les produits à l'exportation. Et ces produits à l'exportation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez d'abord satisfaire le marché local. Donc, en clair, quand vous prenez un produit, parce que nos produits en général, j'ai expliqué au professeur Dogan, nos produits en général sont bio. Nos produits sont bio. Vous savez, même si on utilise par ailleurs les produits chimiques, mais si on veut parler en proportion, nos produits sont bio. Et donc, si on a les 5% de ces produits-là que les Européens recherchent, parce que les Européens achètent deux produits parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Donc, quand vous dites qu'ils vont aller ailleurs acheter, c'est faux, puisque l'huile de palme camerounaise, ce n'est pas l'huile de palme qu'on fabrique, par exemple, en Asie ou en Indonésie. Ce n'est pas la même qualité. Donc, nos produits sont bio. Que quand on mettait un taux de taxe à 5%, ils achèteront parce qu'ils en ont besoin. Ce n'est pas pour nous faire plaisir. Et donc, on doit pouvoir satisfaire le marché local. Et quand l'État dit aux gens, vous devez d'abord cultiver pour vendre localement, c'est vrai. Parce que nous, on va vendre nos produits bio à l'étranger, et l'argent qu'on va gagner en devise, comme vous dites, on va acheter le produit OGM. C'est-à-dire que le blé, le maïs OGM, on produit le maïs au Cameroun. Au lieu qu'on consomme le maïs bio au Cameroun, on va l'exporter parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent. Et le maïs bio, qu'on a vendu à l'étranger, on va gagner des devises, on va acheter le maïs OGM qu'on va ramener au Cameroun pour faire consommer au Camerounais. Voyez-vous? Donc c'est ça le paradoxe. Moi je pense que c'est discutable, mais dans l'immédiat c'est une bonne taxe.
Merci beaucoup, M. Média. Voilà, merci à vous, Dali. Peut-être avant de réagir. Vas-y. Voilà, avant que nous rentrons au standard. Emmanuel? Oui. C'est Dani. J'aimerais bien comprendre ça, la position de Dani par rapport à l'huile de palme, par exemple. Mais par contre, cette position serait très peu défendable par rapport à la noix de cola, par exemple. Est-ce que les Européens, qu'est-ce qu'ils ont fait à foutre la noix de cola? Donc, je vais donc dire qu'à ce niveau, en fait, qui sont ceux qui prenaient la noix de cola au Cameroun? C'est principalement le Nigeria, par exemple, qui fait cette transaction. Donc, en fait, ce n'est pas une histoire entre forcément les Européens et le Cameroun, mais c'est plutôt une histoire peut-être dans la sous-région elle-même. Et dans ce cas, en fait, ce que l'État essaie de faire, peut-être, c'est pas forcément protéger en fait les intérêts des consommateurs locaux, mais j'ai dit tout à l'heure, il y avait une autre hypothèse qui va plutôt vers l'augmentation de l'assiette fiscale. On veut augmenter les recettes fiscales. Et maintenant, on se dit qu'il faut tout faire pour trouver ces recettes n'importe où. Et sans justement faire le rapport entre l'impact que cela pourrait causer en fait au niveau de l'encouragement du système de production. C'est de ça qu'il est question. Ou alors savoir si nous avons vraiment, n'est-ce pas, les capacités. Alors, président, on demande par exemple pour le cas du riz, non, on a la Sodérim fermée. J'aurais bien souhaité discuter avec Dani. Parce qu'il faudrait que Dani intègre la réalité camerounaise d'abord. Parce que la première question que je pose à Dani, prenons le cas du riz, c'est de savoir quelle est la production nationale de riz au Cameroun. On tourne aujourd'hui autour de 150 000 tonnes de riz paddy. Il faut que Dani ait ça en tête. Bon, maintenant, les 150 000 tonnes, même l'exportation du riz dont on parle, ça se passe au niveau de Yagua. Donc, c'est le riz qui est exporté du côté du Nigeria. Tout à fait. Le riz qui est produit du côté de Ndop n'est pas exporté. Non. Non, c'est vendu localement. Tout à fait. Et le véritable problème que le riz de Yagua a, c'est que à Yagua, les producteurs sont plus proches de ce marché nigérien du marché qui est solvable que le marché camerounais. Tout à fait. Parce que tout autour de Yagua, de la production du riz à Yagua, c'est réel. Le pouvoir d'achat n'existe pas. Là où le pouvoir d'achat se trouve, à Douala et à Yaoundé, c'est à 1000 lieues de la production. Ce qui fait que vendre le riz, transporter le riz de Yagua à Douala et à Yaoundé, comme les gens le demandent normalement, légitimement ici, c'est extrêmement coûteux au niveau du transport. C'est ça le véritable problème. Donc il faudrait que Dani intègre le fait que notre production est extrêmement faible. Quand je prends la cola dont on parle, la production de la cola est extrêmement faible. Je prends le cas du riz. On ne peut pas dire que on met un tas de 5% sur 150 000 tonnes. Encore que ce n'est pas 150 000 tonnes qui soient exportées. Je ne sais pas si vous réalisez. Ce n'est pas réaliste. Ça n'a pas de sens. Absolument pas de sens. On n'est pas dans un contexte où on a une production locale abondante. Ce n'est pas le cas. Aucune de ces cultures. Quand vous prenez le coq, je pose la question à Dani. Je connais la femme qui transporte le coq dans la zone de Ezeka, dans un camion pour vendre au Nigeria. Le coq, c'est une culture qui fait l'objet de cueillettes. Si Dani pouvait imaginer, puisque j'ai suivi ce projet, c'est la femme qui exporte au Nigeria qui aujourd'hui a mis en place les champs de production de coq. Tout à fait. Parce qu'elle exporte, parce qu'elle a un pouvoir d'achat, c'est elle qui booste la production. Tout à fait. Et c'est elle qui demain doit satisfaire et continue à satisfaire la demande locale aussi. C'est la réalité. Il ne faudrait pas qu'on reste théorique. Là, j'insiste avec Dani, il ne faudrait pas qu'on reste théorique. Si je rencontre Dani, on va d'abord travailler sur les chiffres de la production. On va travailler sur la répartition de cette production sur le territoire national. Et on va voir que c'est tout à fait normal que le riz importé de la Chine, de Thaïlande, se retrouve sur le marché de Yagua et coûte moins cher que le riz qui est produit à Yagua. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment vous voulez expliquer qu'à Yagua, on a certains producteurs qui font du riz, le vendent au Nigeria et achètent le riz importé pour consommer? Mais c'est la réalité. Tout à fait. Donc, ça, c'est la réalité qui est camerounaise. Mais j'ai fait un post dessus, comme le dit Dani. J'ai lu les commentaires des gens. J'ai remarqué simplement que tous ceux qui soutiennent cette taxe, c'est des personnes qui restent théoriques, qui se détachent de la réalité qui est la nôtre. Ces personnes qui restent, ils ont des réflexions non seulement théoriques, même économiques, mais qui se détachent de la réalité qui est la nôtre. J'aimerais bien que Dani me dise,
avec cette taxe de 5% sur le riz, sur le coq, l'État escompte quelle recette fiscale? Il faut qu'il réponde. Tout à fait. On devrait imaginer. Or, on n'aborde pas cette réalité. Et ça, un des problèmes de développement dans la plupart de nos pays. On a peur de notre réalité et on spécule. Voilà. Surtout que nous n'avons plus d'usines. On parle du cas de la Semerie, de la Sodérim. Il faudrait bien évidemment que l'État remette ces usines en marche. Ces usines marchent. Oui, depuis ces 4 dernières années, il faut quand même le reconnaître, l'État a investi de l'argent substantiellement dans ces usines Andop et puis à Yagua. Et ces usines prennent déjà sur le marché des produits avec des paquetages qui sont extrêmement attrayants. Des efforts sont en train d'être faits dans ce sens-là. Il faut quand même le reconnaître. Mais on n'en est pas encore arrivé au stade où on peut se permettre le luxe de dire qu'on met une taxe sur ces produits parce qu'on veut élever la recette fiscale. Non. On peut aussi élever la recette fiscale à travers la production locale. On peut produire, on exporte. Pour avoir des recettes sur l'export. Mais bien sûr, donc il faut booster la production. On inonde nos marchés, on exporte. Et les recettes dont l'État a besoin, ça viendra avec des paysans, avec les consommateurs qui vivent mieux. Voilà. Aussi simple que ça. Et surtout qu'également, Président, il faudrait faire la différence entre le riz qui est cultivé à travers l'irrigation et ce riz pluvial qui est également une autre expérience camerounaise. Pour voir... Ah oui, attends. Mais lui, Roger, c'est-à-dire, au Cameroun, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, parce que c'est un travail que nous avons déjà eu à réaliser. Le potentiel risicole du Cameroun aujourd'hui est exploité, tenez-vous bien, à 1/10. Je dis bien, le potentiel. Mais regardez toute la région de Yagua. À l'époque de la Semerie, les canalisations d'irrigation ont été mises sur place sur environ, c'est 30 000 hectares, mais qui aujourd'hui ne sont pas exploités. Donc, ces possibilités existent sur le plan naturel, mais elles ne sont pas mises en exploitation. Donc, il y a la possibilité, avec la volonté politique, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, on peut multiplier par 4, par 5 la production locale du riz au Cameroun. Il faudrait que, j'ai juste un mot, oui. Il faudrait que Dany retienne. J'ai parlé de 150 000 tonnes de production de riz local. Il faut qu'à côté de ça, qu'il retienne aussi que nous importons 600 000 tonnes de riz chaque année. Nous importons 600 000 tonnes de riz chaque année. Et les 600 000 tonnes de riz chaque année, si vous prenez 1 kilo de riz à 300, comptez le nombre de milliards, ça fait 180 milliards de francs qu'on engage dans l'importation du riz. Il faut le savoir. Et pour gagner combien? Sur la petite recette de 5% qu'on met sur les 150 000 tonnes de riz qu'on produit, c'est insignifiant. Et président, c'est là où se trouve le débat. À une époque donnée, on parlait plutôt de la politique de péréquation. C'est-à-dire qui consistait en fait à taxer plutôt le riz, par exemple, importé, pour financer la production locale du riz. C'est plutôt ça, oui. C'est l'inverse maintenant qu'on est en train de vouloir faire. Voilà. On va prendre M. Kwasi qui est au standard et qui nous appelle depuis les États-Unis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est une très bonne discussion. Ça va droit au cœur. Vous savez, on parle de politique, on parle de tout, mais la nourriture, c'est la première, c'est la nourriture, la santé sont tellement fondamentaux je dirais fondamental, et pour la santé, pour la survie d'un État, la survie d'un peuple. Et quand on fait des plans comme ça, sans y penser, on ne réussira jamais. Savez-vous que quand on met une taxe sur un produit, c'est pour enrichir les bois de l'État, mais pas pour forcément pas forcément créer des retombées sur la consommation locale ou bien sur la population locale. Comme on dit toujours, comme vous le savez en économie, le gouvernement n'est pas là pour trouver de l'emploi ou bien trouver de la nourriture pour le peuple, mais créer des infrastructures pour le peuple. Si par exemple on met des taxes sur les produits, on dira que si on produit beaucoup, on pourra avoir beaucoup d'argent pour pouvoir créer les routes, etc. Mais lorsque nous avons une petite production qui ne peut même pas suffire la population, la taxe, ça va servir à faire quoi?
l'argent va servir à faire quoi? Supposons que les gens réussissent à payer tous ces produits dont nous mettons la taxe dessus. Quelle sera maintenant la consommation locale? Je pense que ce n'est pas, sincèrement, je ne suis pas économiste, mais je ne trouve pas que ce soit une mesure qui va vraiment profiter de l'État. Lorsqu'il s'agit de créer, d'augmenter les productions des produits qu'on doit exporter, comme le café, le cacao, on a une politique pour encourager la population à le faire. Mais lorsqu'il s'agit des produits qu'il faut consommer localement, on ne peut pas encourager moi, je n'arrive pas à comprendre cette politique africaine. Il a raison. Il a raison. Voilà. Merci. Merci à vous, M. Kwasi. Alors, Président Bernard, vous trouvez que notre... Non, mais M. Kwasi a raison. Il a raison. Il a tout à fait raison. Clair, il a pris un exemple tout simple. Ouais. Quand il s'agit du cacao, je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, quand il s'agit de ce que nous consommons, Tout à fait. c'est clair. C'est clair. Dans le café, on distribue les engrais et les produits phyto pour entretenir. Et maintenant, la sémence même, la qualité. Tout à fait. Tout. Maintenant, par rapport aux produits vivriers, on crée plutôt une taxe. C'est paradoxal, non? Mais c'est paradoxal. C'est paradoxal. Mais je pense que c'est tellement évident, lui, Roger. Notre développement passe par la production massive de ce que nous consommons. C'est-à-dire, on inonde nos marchés. Notre rêve aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les exploitations familiales soient des usines à produire du vivrier. Ça, c'est notre rêve. C'est-à-dire, on inonde les marchés locaux, on exporte les excédents. Ça, c'est la voie du développement. Parce qu'en cherchant à inonder le marché local, on crée des conditions de vie favorables à tous ceux qui sont dans la filière de production et à tous ceux qui consomment la production. Et c'est un développement qui tient en compte tout le monde. Il suffit simplement maintenant de mettre un œil sur la qualité de ce qu'on produit et sur la qualité de ce qu'on offre à la consommation. Mais le tour est joué. Là, on a les manettes de notre développement. On a les manettes de ce que nous consommons. Ce que nous avons évoqué tantôt à l'entrée de notre discussion de ce soir, qui est de dire, on n'a pas une politique d'alimentation dans nos pays. Parce que si on avait une politique d'alimentation, je ne pense pas qu'une décision comme celle-là devrait avoir sa raison d'être, où on augmente une taxe sur ce qu'on consomme localement pour empêcher qu'on exporte, parce qu'on voudrait que cela soit moins cher sur le marché. Mais j'ai jamais vu ça. Et le problème, c'est que ces décisions qui sont prises à la va-vite, on n'a jamais le moment de les évaluer dans le temps. Et d'amener ceux qui ont pris ces décisions, qui très souvent nous amènent à la banqueroute, de répondre de leurs décisions. Jamais. C'est ce que nous avons dit concernant le... C'est le SAVI, Oui, le SAVI. Concernant le SAVI. On n'évalue pas, on n'évalue rien. Enfin, on avance. On avance, on pose les actes, on avance. Non, c'est pas normal, il faudrait quand même qu'on arrête un peu. Donc, c'est M. Kwasi qui a parlé tout à l'heure. Voilà, M. Kwasi qui nous a parlé. Il a tout à fait raison. Les États-Unis. Il a tout à fait raison. Qui a donc parfaitement raison, si l'on s'en tient au propos du président Bernard Dzonga. Alors, nous allons poursuivre avec cette autre édition d'Agripan, si vous plaît, sur l'antenne. Vous êtes en direct, c'est Afrique Média, la télévision panafricaine. Et nous allons parler cette fois-ci des cultures naturelles par région du Cameroun. Pour utiliser votre langage, parler des spéculations par région. Alors, président, de quoi s'agit-il exactement? Bon, Emmanuel a insisté pour qu'on parle de spéculation, parce qu'elles peuvent être avicoles, elles peuvent être bovines, elles peuvent être agricoles, elles peuvent être même piscicoles, Emmanuel. Tout à fait. Je pense que c'est dans ce sens-là que tu as intervenu. Tout à fait. En fait, chaque spéculation, que ce soit une culture, que ce soit un élevage, que ce soit même le poisson, est adapté souvent à des conditions agroécologiques particulières. Je prends un exemple simple. Si vous parcourez toute la zone de la Damawa jusqu'à l'extrême nord, vous verrez très peu de palmiers, vous verrez même presque pas du tout du palmier si vous dépassez en fait Ngaoundéré par exemple. Donc après Ngaoundéré, vous n'avez pas trouvé le palmier à huile. En fait, c'est parce que cette spéculation, naturellement, ne pousse pas dans les conditions pareilles. Et cela est lié fondamentalement à, on va dire, aux aspects tels que la quantité d'eau que la région reçoit et la quantité d'humidité relative de l'air, effectivement. Voilà les deux facteurs, par exemple, qui empêchent aux palmiers de pousser naturellement dans ces zones. Je peux aussi prendre un exemple en élevage. Si vous prenez un élevage comme le lapin, vous verrez que dans certaines zones
où il fait très chaud, par exemple, le lapin se comporte très mal et n'arrive pas à se reproduire. Donc, conséquence, le lapin tolère en fait une certaine zone agroécologique avec une température relativement basse pour pouvoir se reproduire facilement. Emmanuel, Oui, ça, président. ça me rappelle l'expérience des Apis de l'Est. N'est-ce pas, tu as connu ce projet? Parce que dans le temps, les Apis de l'Est avaient pour vocation d'introduire la culture attelée en zone forestière, c'est-à-dire où est l'attraction animale. C'est-à-dire introduire d'abord l'élevage des vaches et habituer les populations de la zone forestière à ce qu'on appelle l'attraction avec les socs. Tout à fait. Mais tu ne peux pas réaliser. Tout à fait. Il y a eu deux facteurs limitants à ce projet. Et je parle des projets qui ont été ici dans les années 70. On est en 2000 combien? Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Tout à fait. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Je donne cet exemple des Apis de l'Est. C'est Emmanuel qui m'a donné cet exemple à l'esprit. Premièrement, les populations de l'Est que vous voyez là, ils ne sont pas habitués aux vaches. Mais quand vous voyez une vache de... Allez, en zone forestière, les populations ne sont pas accoutumées à la vache. Ça, c'était le premier problème. Donc, comment vous imaginez les enfants être, au nord, les enfants de tout âge, ils sont accoutumés à la vache. C'était pas la même chose là. Et vous voulez jeter dans le champ. Premier facteur limitant. Deuxième facteur, les vaches, elles maintenant n'étaient pas habituées à la zone forestière. Tout à fait. Oui, c'est la réalité. Ouais. Bon, il y a eu ce problème de mouche tétée aussi. Bien sûr. Je pense qu'on a évoqué ça. Oui, oui. Et ça qui a fait pour que ce soit les damas qui soient en train d'être introduits Comme progressivement. elles sont résistantes à la mouche tétée, par exemple. Tout à fait. Oui. Donc, il est difficile de pouvoir maintenir les vaches dans cette région-là. Tout à fait. Donc, ça, c'est un peu pour renforcer l'idée d'Emmanuel qui disait que chaque région Tout à fait. a sa spécialité, a ses spécificités et qui correspondent à... Vas-y, Emmanuel. Donc effectivement, quand on prend le Cameroun qui, en fait, a 5 zones agroécologiques, on peut donc, à chaque zone agroécologique, lier certaines cultures et lier certains élevages qui, naturellement, peuvent se développer sans difficulté. Voilà. On va d'abord aller au standard, Oui, avant de venir à après, vous, Président, prendre M. Abouba, qui vous appelle du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Le Roger, bonsoir à votre panel. Bonsoir Monsieur Zonga. Bonsoir à votre co-panéliste. Je suis très content d'être parmi vous dans cette émission. Je dis ce que vous êtes en train de faire. Tout à l'heure, j'ai compris que l'agriculture dans mon pays, le Cameroun, connaît le problème à cause des intellectuels qui sont devant. Tout à l'heure, quand M. Jonga a fait une démonstration, les 5% qu'on augmente sur le produit camerounais, qui devait être normalement l'inverse, rien que l'importation de riz annuel de 60 000 tonnes de riz, ça nous rapporte sur 5% 900 millions de francs. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour investir dans l'agriculture, dans tout ce que nous faisons. C'est un problème de volonté. Et cette volonté sera peut-être boostée par... C'est vous qui allez mettre la pression pour que cette volonté se déclenche. Parce que les gens qui sont en charge de l'agriculture dans ce pays, mon Cameroun, le Cameroun, ils ne savent pas qu'en utilisant le produit importé, on peut avoir de l'argent que de se mettre sur, de s'accrocher sur le produit camerounais pour imposer les taxes. Et pourtant, nous n'avons pas une politique d'accompagnement. C'est justement cela. Ils font la bureaucratie. Ils ne savent pas qu'il faut venir sur le terrain, se rapprocher des ingénieurs agronomes, demander comment on peut faire pour sortir de l'impact. Mais malheureusement, ces gens, ils seront toujours attrapés par leur comportement. Puisque Afrique Média est là, les preuves sont là. Je n'ai pas besoin de passer du midi à 14 heures pour comprendre que l'importation du riz, rien que le riz au Cameroun, on n'a pas besoin des autres importations, peut booster un peu l'agriculture au Cameroun. Et nous allons combattre l'exode rural. Les gens vont rentrer dans les villages pour travailler. La moto, on va garer à côté. Parce que ce n'est pas un travail, la moto que nous avons.
au Cameroun. Il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs, mais je pense que l'Afrique Média va résoudre ce problème. Nous n'attendons pas seulement les politiques. Afrique Média est là. Merci à vous. Bon courage. Merci à vous, monsieur Abouba. Je rappelle que vous appelez plus le Cameroun, c'est ça commentaire, mais il faut rectifier le chiffre avancé tout à l'heure par Abouba. Tout à l'heure, on parlait de 160 Non, 600 000 tonnes voilà. par an. 600 000 tonnes de riz voilà. importées par an. Et j'ai dit, de 600 000 tonnes de riz, si on imagine que le kilo se vend à 300 francs, vous voyez 600 000 tonnes à 180 milliards de francs. C'est ça si vous réalisez. Tout à fait. Oui, donc ça fait beaucoup d'argent qu'on investit dans. C'est de l'argent qu'on sort pour pouvoir faire importer ce riz. Et puis on espère équilibrer cet argent avec les 5% qu'on prend sur 150 000 tonnes de produits. C'est pas réaliste. Et l'idée qu'il avance, effectivement, c'est celle que j'ai appelée tout à l'heure la politique de péréquation. En fait, qui consistait plutôt à taxer ces importations pour réduire le gap de l'importation. C'est-à-dire, en fait, quand on prélève 5%, par exemple, des 600 000 tonnes qu'on importe au Cameroun et qu'on réinjecte dans la production du riz local, après un certain nombre d'années, on va se rendre compte qu'on n'aura plus besoin d'importer du riz parce que la production locale est suffisante pour couvrir le marché. Sauf qu'Emmanuel fait attention aussi par rapport à ça, cette histoire de péréquation. Oui. C'est quelque chose que j'ai vécu ça, dans son angle le plus nocif, c'était au Bénin. Alors, au Bénin, les Béninois disent ceci. Pour pouvoir booster la production locale, c'est bon, c'est quand on fait la campagne contre les poulets congelés importés, ici au Cameroun. Bon, les Béninois sont venus, ils nous ont invités pour les aider aussi à mettre en place une campagne contre les importations de poulets. Alors, ce qu'ils nous ont dit, ils disent, nous laissons qu'on importe les cuisses de poulet. Nous mettons une taxe sur le poulet qu'on importe. Ce que nous gagnons avec cette taxe, nous allons faire booster la production locale. Oui. C'était ça leur logique à eux. Oui. Bon, je dis ceci, il faut faire attention. Parce que le poulet aussi, qu'on importe, est différent du poulet qui est produit localement. Bien sûr. Quand tu laisses importer le poulet, ça veut dire que tu accoutumes les consommateurs à un type de poulet, sans t'en rendre compte. Ça aussi, il faut le voir. Même ici au Cameroun, Emmanuel, quand je vois que tu me regardes, tu as des gens qui préfèrent le poulet de ferme, le poulet cher. Que le poulet villageois. Oui. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Et il y en a d'autres qui préfèrent le contraire. Tout à fait. Bon, moi, je suis de ceux qui préfèrent le poulet villageois. Bon, oui. Tu sais pourquoi? Oui. Bon, bref. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, une volonté de promotion agricole volontariste, on trouve les moyens pour booster la production locale sur la base des fonds de souveraineté. Il faut qu'on se comprenne très bien. Tu ne peux pas dire que tu importes les produits agricoles pour pouvoir booster la production des produits agricoles. Il y a une aberration quelque part. Or, dans la plupart de nos pays, il existe des fonds de souveraineté et c'est plus un problème de volonté politique. Parce qu'on voit comment on injecte les argent dans d'autres secteurs. À défaut de les injecter à d'autres secteurs, bon, je ne veux pas dire le mot parce que tu en sais plus que moi, on voit comment on les utilise différemment. Je ne peux pas utiliser le mot détournement ou bien corruption. On les utilise différemment. On pouvait bien, s'il y avait la volonté politique, injecter ces fonds dans le développement du secteur agricole, sans attendre que ce soit les importations qui puissent pouvoir donner les moyens pour... Là, je suis d'accord avec vous, Président. Le pour premier sortir. Oui, pour sortir, justement. En fait, au lieu de mettre la taxe sur les produits, sur la production locale, il vaut mieux encore essayer de mettre cette taxe plutôt à l'importation. Ça, c'est ce que je dis. Mais puis tu as signé les accords qui t'empêchent ça. Pour certains produits. Les APE, ça c'est avec une région particulière. Ce n'est pas avec tout le monde entier. Clair. Maintenant, au lieu donc qu'on puisse dire on va plutôt taxer les produits locaux, vaut mieux à la limite encore en fait taxer plutôt les importations. Et maintenant, si on peut avoir dans le meilleur des cas les fonds de souveraineté pour financer notre agriculture banco. Ok. Nous allons poursuivre avec cette édition d'Agripan en parlant bien évidemment du PH-Pêtre dans la zone forestière. Alors, je n'ai pas parlé des zones de production. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore abordé. On n'a vraiment pas encore abordé parce que... Et les cultures, justement, les spéculations qu'on y trouve. Je voulais dire ceci à Emmanuel. On va... Bon, je laisse à Emmanuel parler de ce qui est élevage, ce qui est pisciculture. Je parle de ce qui est agricole.
Allons-y, parce qu'on n'a plus assez... Parce que, Emmanuel, moi je dirais ceci. Oui, par exemple. Quand je vois les régions du Cameroun, Oui, l'agriculture a plusieurs fonctions. oui, Première fonction, il faut nourrir les populations. oui, Ce qui veut dire que s'il faut promouvoir l'agriculture dans les régions du Cameroun, oui. il faut mettre en avant d'abord la culture qui permet aux populations de vivre. Donc, la culture qui en a l'alimentation des Ouais. populations. Ouais. Après maintenant ça, il y a les cultures qui en a l'alimentation des populations, mais qui sont demandées sur les marchés locaux. On peut aussi les promouvoir. Oui. Il y a aussi des cultures qui ne sont pas demandées sur le marché locaux, mais qui sont demandées sur le marché international. Oui. On peut aussi les promouvoir. Tout à fait. Donc, d'après moi, pour chaque région, chaque zone agroécologique, je te prends l'exemple de la zone du littoral, la zone forestière monomodale, c'est-à-dire littoral et sud-ouest. Moi, je te dirais ceci. Oui. La culture vivrière de base que je pense qu'il faut promouvoir pour s'assurer de l'alimentation des populations, c'est le plantain. Dans une certaine mesure, le manioc. Tu vois le miondo dans cette région. La deuxième culture qui me semble être porteuse et qui s'adapte à cette région-là, je parle de la région du littoral et du sud-ouest, c'est le palmier à huile. La culture qui est porteuse dans ces régions et qu'on peut promouvoir, c'est-à-dire si quelqu'un se décide à lancer une exploitation agricole en zone du littoral et du sud-ouest, moi je vois le papaye solo et je vois le gingembre. Maintenant, la culture qu'on doit produire pour lancer à l'exportation. Bon, il faut oublier un peu les 5%, il faut oublier ça. Donc, la culture qu'il faut promouvoir. Dans cette zone pour l'exportation, je vois deux cultures. Oui. C'est le poivre et c'est les fleurs. Ça marche comme tu ne peux pas imaginer. C'est comme ça que moi j'aborderai pour les 5 régions. J'ai pris une première région, Roger. Bon, je sais pas à toi de savoir si tu as le temps, tu me donnes le temps de faire les 4 autres régions. Parce que je voudrais vraiment juste avoir des petites précisions Oui, au niveau vas-y. des fleurs. Oui. Il faut parler de quelles fleurs parce qu'il faut également bien spécifier pour que les téléspectateurs Donc, comprennent. je ne suis pas un spécialiste de fleurs. Mais tenez-vous bien, le marché des fleurs est très florissant au Cameroun. Toutes études faites dans la zone de Penja, dans la zone de Loum, dans la zone du littoral de manière globale, c'est une activité qui est très rentable. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de fleurs qui part de cette région du Mungo, de cette partie du littoral pour être exportée. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ok, allons-y. Nous avons... Je continue dans le centre. Oui, dans le centre. Alors, dans le centre sud-est, bon, la première culture pour la consommation des populations, il ne faut pas oublier le manioc. Donc, nous, on fait la promotion, il faut penser à l'alimentation des populations avant d'envisager autre chose. La culture vivrière qu'on pense qu'il faut promouvoir, parce que c'est demandé sur le marché, c'est le maïs. Dans ces zones-là, aujourd'hui, de plus en plus, les gens mangent du couscous de maïs. La culture qui est porteuse, qui est porteuse et qu'on doit promouvoir dans cette région, c'est le palmier à huile. Et enfin, il y a l'ananas dans cette région qui colle très bien, mais les gens ne le savent pas. Lui, Roger, je vais au nord-ouest. Nord-ouest et puis l'ouest. La culture de base dans ces régions, c'est le maïs. Bon, ça me fait ça. Emmanuel sourit parce qu'il connaît le couscous. Bon, donc, c'est une culture de base dans ces régions, il faut la promouvoir. La culture vivrière qui est porteuse dans cette région, et ceci est très important, c'est le haricot sec. Ça veut dire que si vous avez un espace important dans cette région-là, il ne faut pas oublier de penser au haricot sec parce que c'est adapté. Haricots rouges, noirs. Haricots rouges, haricots blancs et autres. Tout ce qui est haricot dans cette région-là, ça porte. La culture qui est porteuse et qu'on peut bien promouvoir et qu'on peut gagner beaucoup d'argent en la pratiquant dans cette région, la pomme de terre. Et maintenant, la culture qu'il faut vraiment promouvoir, investir dessus, la pastèque et l'agriculture biologique. Emmanuel, je m'arrête là, sinon je veux passer à la région du Nord. Vas-y d'abord pour les animaux, peut-être. Oui, pour les animaux, on va dire, si on prend les bovins, on va encore les répartir peut-être en 2 catégories, les bovins à viande et les bovins à lait. Je ne sais pas si le temps va nous permettre peut-être d'insister un peu dessus. Mais au niveau, par exemple, des bovins à viande, on va dire, il y a quand même des espèces qui sont adaptées, même en zone forestière. Tout à l'heure, le président a parlé du Ndama, par exemple. Le Ndama est une bonne vache à viande et qui résiste à la trypanosomiase, qui est en fait la maladie du sommeil du bœuf, et qui effectivement était le facteur limitant pour le développement des bovins en fait dans les zones forestières. Donc, pour les vaches laitières par exemple, et paradoxalement, effectivement,
la plupart des races qui ont été améliorées dans le monde sont des vaches qui prennent bien dans les zones relativement fraîches. Bon, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à l'heure actuelle, la politique de développement des vaches laitières est limitée plutôt en fait dans certaines zones comme la Damawa, le nord-ouest ou bien le nord. Donc, ça veut dire, quand on prend parmi les vaches laitières, en fait, les zones les plus propices pour le développement de ce type de spéculation, c'est les zones en fait à climat un peu relativement tempéré. Quand on prend aussi par exemple les caprins, au niveau des caprins, en fait, il y a des races adaptées presque dans toutes les régions, puisqu'on a les chèvres de la forêt, les chèvres de la savane, les chèvres, donc bref, il y a des races spécifiques qui peuvent s'adapter dans toutes les zones du Cameroun. Et quand on prend par exemple les volailles aussi, on va dire globalement, il y a une notion que j'avais introduite ici, c'était la notion de, en fait, la zone de neutralité thermique de la poule. On va différencier par exemple le poulet de chair de la poule pondeuse. En fait, le poulet de chair qui a une zone de neutralité thermique qui va de 14 à 24 degrés, c'est-à-dire, en fait, peut pratiquement se retrouver dans n'importe quelle zone du Cameroun en élevage intensif ou en élevage traditionnel. Par contre, la poule pondeuse, si on veut les zones naturelles où elles peuvent mieux se comporter, c'est les zones de température en fait incluses entre on va dire 15 degrés et au plus 22 degrés. Par contre, pour le poisson par exemple, justement, le poisson aussi, les étangs réussissent très bien dans les zones où il fait un peu plus chaud. Comme tout le grand sud du Cameroun ou même comme tout le grand nord. Donc en dehors par exemple, des zones un peu tempérées où on a difficulté justement à élever certains types de poissons, c'est-à-dire comme l'ouest. Alors là, on n'a pas assez de temps pour... il faut quand même qu'on parle du pH mètre, surtout dans ces zones forestières. Où les sols sont très acides souvent. Voilà, très acides. Alors, présent. Oui, bon, en fait, je ne sais pas si vous voyez cet appareil entre mes mains, je pense que ça se voit, cet appareil que je montre là, ça c'est le pH mètre. Ça coûte combien en Europe, Emmanuel? Tout le kit, c'est à peu près 30 €, je crois. Oui. 30 €, c'est l'équivalent. Non, 30 000 francs. Environ 30 000 francs. En euros, oui. Oh, donc ça c'est le pH mètre. Nous avons expliqué la dernière fois en zone forestière. C'est Emmanuel qui a expliqué ça. Tu peux le dire en plus pour les cultures du maïs. Tout à fait. En fait, on essaie d'expliquer la dernière fois que quand vous avez un pH, par exemple, de 4,7, quel que soit l'effort que vous pouvez faire, quel que soit les amendements que vous, enfin, les apports en engrais chimiques et autres que vous pouvez faire, quelle que soit la semence, le rendement du maïs ne va jamais dépasser 30% du rendement potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un maïs qui peut produire 4 tonnes à l'hectare, tant que le pH est autour de 4,7, tous les efforts que vous ferez, vous n'aurez jamais plus d'une tonne 300 de maïs, parce que vous serez limité par le niveau du pH. Par contre, si vous voulez effectivement augmenter votre productivité, il faudrait donc corriger ce pH, voilà, du sol. Voilà, effectivement. Or, les gens nous ont demandé, il est très facile de connaître quel est le pH de son sol. Tout à fait. Parce que cet appareil que j'ai entre les mains, c'est ce qu'on appelle le pH mètre. Tout à fait. Vous l'enfoncez dans le sol, et c'est écrit dessus. Tout à fait. Donc, voici le pH qui va de 4 à 8. Donc, quand vous l'enfoncez dans le sol, vous lisez le pH. Tout à fait. C'est exactement comme le thermomètre. C'est-à-dire, ça vous donne le pH de votre sol. Alors, si le pH de votre sol est autour de 4, comme dit Emmanuel tout à l'heure là, ça veut dire que faites attention, votre culture du maïs, quel que soit ce que vous allez faire, vous n'allez pas avoir le rendement escompté. Tout à fait. Or, le problème c'est que il n'y a pas que cet outil. À côté de cet outil-ci maintenant, il y a ce kit que je remonte aussi. Tout à fait. Et c'est très simple. Vous voyez les enveloppes, les bouteilles à l'intérieur. Ça vous permet de mesurer le NPK. Exact. C'est-à-dire, vous voyez, les engrais qu'on vend, c'est le NPK, c'est-à-dire azote, phosphore et calcium. Et potassium que vous avez dans votre sol. Tout à fait. Ça vous donne une idée de la qualité de votre sol. Tout à fait. Et du coup, ça vous donne une idée du type d'engrais, du type de fertilisant que vous allez apporter à votre sol. Tout à fait. C'est facile comme bonjour. Or, les gens nous ont demandé où est-ce qu'on vend ce produit. L'adresse de Labo Agri est affichée. Tout à fait.
Je pense que si vous prenez cette adresse, vous téléphonez à cette adresse, on vous aidera à avoir ce produit. Nous, on n'est pas des commerçants. Il faut qu'on le sache très bien. Exact. C'est parce que ce pH mètre est importé, on va le faire venir d'Europe et on a les moyens pour pouvoir le faire venir facilement d'Europe. Donc on veut, pour ceux qui sont intéressés, d'avoir un pH mètre qui coûte sensiblement 30 000 francs CFA. Tout ce kit. Et je rappelle que ça peut, en fait, ce kit peut nous permettre de faire 10 essais. Ça veut dire que si vous avez parmi une dizaine d'hectares à exploiter, vous pouvez très bien, par hectare même, faire le test par hectare. Voilà, c'est ça que je voulais. N'oubliez pas l'adresse de Labo Agri. Oui, qui est au bas de l'écran. Merci, Président. Merci également, Emmanuel. Vous êtes tous des ingénieurs agronomes. Merci pour votre disponibilité ce soir à éclairer la lanterne de nos téléspectateurs au sujet de certains points que nous avons évoqués donc, ce soir, à l'instar de ces 5% des taxes que le Cameroun voudrait donc imposer à l'exportation de certains produits agricoles, une dizaine. On a parlé également de la culture naturelle par région du Cameroun, les spéculations par région. Nous reviendrons d'ailleurs dans les prochaines éditions sur cette thématique. On a également oublié de parler du calendrier agricole, en quoi ça consiste et son utilité. Voilà, tout comme les incubateurs, autant de petits sujets. Voilà. Merci pour vous qui envoyez des questions à Labo Agri. Continuez à le faire. Voilà, monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition d'Agripan. Très bonne soirée à vous. Ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.